Je voulais juste vous faire une petite annonce. Vous n'êtes pas tous là, mais tant pis, vous pourrez le transmettre aux autres après. Je voulais juste vous parler de l'inscription pour le PEBA du mois de juillet. J'ai laissé quelques feuilles à l'accueil, mais je préférerais les réserver pour ceux qui n'ont pas Internet, parce qu'à vous, je vous les enverrai. On a donné quelques indications sur les modalités, c'est-à-dire que le PEBA est toujours ouvert à tout le monde en auditeur libre. Ne peuvent s'inscrire que ceux qui auront vraiment des bonnes bases, c'est-à-dire, on a vu avec Geshe-la et Chantal, fait un lamrim complet. Donc ça veut dire même les étudiants qui ont fait découverte du bouddhisme ou l'art du bonheur, complet bien sûr, pourront participer. Donc venir aussi quand vous en parlez comme ça quelquefois à table les uns avec les autres, il sera possible de s'inscrire à des modules entiers au fur et à mesure bien sûr. Mais la base c'est quand même un lamrim complet. Et il y a une feuille d'inscription, donc à chaque module pour être étudiant. Il n'est pas nécessaire d'être étudiant pour participer. Ça veut dire que tout le monde peut venir aux enseignements, aux méditations. La seule partie qui va être réservée aux étudiants, c'est toujours les groupes de discussion. Et donc cet été, ça va être un peu spécial. On va avoir les mêmes horaires que les week-ends. C'est juste l'heure de groupe de discussion, clarification qui va être mise ensemble. Voilà. Et du module qui va se passer en juillet. Les 7 jours de juillet. C'est un module entier. Donc je ne vais pas prendre de temps de Chantal. Je vous envoie la feuille. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail ou vous venez me voir. Voilà. Voilà, la plupart des choses sont écrites. Alors, c'est pas une retraite, c'est un PEBA comme les week-ends. Et pour information aussi, donc François propose de faire un tarif équivalent aux retraites d'hiver pour les 7 jours. Ceux qui veulent venir 7 jours, pour qui ça fait un peu cher, il propose un tarif. Donc l'accueil vous le dira. Par contre, vous vous inscrivez pour les repas et l'hébergement. Regardez juillet. Oh, ça y est, j'ai allumé. Si vous regardez en juillet, la première semaine de juillet, c'est un des modules du PEBA qui dure 8 jours. On l'a mis en juillet. Hein, voilà. Donc Françoise vous envoie la fiche d'inscription pour les étudiants qui veulent s'inscrire. Évidemment, c'est ouvert aussi aux étudiants qui ne sont pas inscrits particulièrement à ce programme comme un module du PEBA. Et évidemment, donc c'est toujours pareil. Il y a des critères pour les gens qui veulent tout faire, le PEBA, et avoir une certification. Il y a certains critères de présence ou au moins d'écouter, de rattraper. Ça sera tout sur Internet aussi. Et puis voilà. Donc, elle vous envoie la fiche, c'est écrit sur la fiche. Si vous avez des questions, vous écrivez à Françoise. Vous pouvez l'appeler ou par Internet, vous lui envoyez un email. Voilà. On en avait parlé puisqu'elle vous avait aussi averti, même avant de faire le programme, il y a plusieurs mois. Avant de faire le programme, tout le monde avait été consulté pour voir si les gens étaient intéressés. Donc, voilà.
Et donc, ça sera un programme aussi avec méditation, comme on fait pendant les week-ends. Méditation, révision et discussion, et enseignement de Geshe-la. Ouais. C'est possible de suivre sur Internet. Mais si tu veux, pour les gens qui veulent une certification, il faut un critère de présence aussi. Ouais. Mais c'est sur Internet, comme tout le temps. C'est toujours sur Internet. Ok. Donc, l'illusion. Est-ce qu'il faut revenir sur le travail que vous avez rendu aujourd'hui ? Oui. Non, je vois personne très enthousiaste. C'est juste que quelqu'un, j'en parlais avec Pema en fait. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas trouvé les bonnes réponses aux premières questions. Hein. La première question, en fait, le Matsongkhapa, il conseille... Non. Ben écoute, regarde. Il conseille de s'en remettre aux grands pionniers, c'est-à-dire à Nagarjuna et à son fils spirituel Aryadeva. Et la deuxième question, quels sont les deux maîtres qui ont éclairci... Alors, il y avait un mot, je ne l'ai pas là, la question. Quels sont les deux maîtres ? Tiens, donne. Qui sont les deux maîtres Madhyamika dont les traités expliquent l'intention du père et de son fils spirituel, c'est-à-dire expliquent l'intention de Nagarjuna et d'Aryadeva, et sur lesquels nous pouvons nous appuyer, c'est-à-dire les maîtres sur les écrits desquels nous pouvons nous appuyer. Et donc c'est Buddhapalita et Chandrakirti. Donc là il y avait peut-être, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas forcément compris la question, apparemment. Qu'est-ce qui n'était pas clair dans cette question ? La saisie. Qui sont les deux maîtres Madhyamika ? Donc deux maîtres Madhyamika dont les traités ont expliqué l'intention. Alors l'intention, c'est peut-être ce terme qui vous a un peu perdu. Je l'ai utilisé volontairement ce texte parce que ce terme, intention, en fait, ça veut dire la pensée. Dont les traités ont expliqué la pensée de Nagarjuna et d'Aryadeva. En fait, c'est un terme technique que l'on retrouve souvent. Je l'ai utilisé exprès pour vous familiariser aussi avec ce vocabulaire. Vous voyez qu'il y a un vocabulaire assez particulier pour... teaching is at 4:00. I just tell you. You can sit, but it's 4:00 the teaching, you know. Now it's kind of review. Geshe is coming at 4. Oui, donc il y a un certain vocabulaire, une certaine façon de parler, un peu philosophique ou quand un langage un peu spécialisé. Donc peut-être par rapport à ça aussi quelquefois c'est un peu, c'est pour ça que vous comprenez pas forcément non plus, parce que c'est un langage particulier. Mais bon, faut s'habituer au langage. C'est pour ça que j'ai utilisé aussi ce terme. L'intention de Nagarjuna et Aryadeva, en fait, c'est un gompa en tibétain, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qui veut dire en fait la pensée. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire exactement ? L'interprétation de qu'est-ce qu'ils ont voulu dire exactement. Et donc, sur lesquels nous pouvons nous appuyer, sur ces deux maîtres, en fait, sur leurs écrits, sur lesquels nous pouvons nous appuyer, à qui on peut faire confiance, en fait. Bon, aussi, il faut dire que... Je dois dire aussi que souvent, moi, ces questions, c'est pas moi qui les invente, je les trouve puisqu'on a du matériel. Et comme c'est en anglais et que je traduis, c'est aussi peut-être pas très bien traduit. Quelquefois, je dois dire aussi. Donc, je fais peut-être pas toujours exprès. Eh bien, c'est Nagarjuna et Aryadeva. Oui. Et donc, la réponse à la première, si vous avez vu, c'était de s'appuyer sur les textes des grands pionniers. C'est qui les grands pionniers ou les grands précurseurs ? C'est Nagarjuna et Aryadeva. Et qui c'est qui a expliqué leurs pensées ? Les Madhyamika, c'est Buddhapalita et Chandrakirti. Ensuite, la troisième, c'était assez
plus facile. Bon, il y a une chose, c'est vrai, certains d'entre vous, ces questions, a priori, elles ne demandent pas des réponses très longues. Hein. Souvent, même, la réponse peut être très courte, si vous comprenez bien la question. Parce que j'ai l'impression que le problème, quelquefois, certains d'entre vous ne comprennent pas bien la question. Et donc, vous mettez toute une page, mais vous ne répondez pas vraiment à la question. Hein. Donc, le premier point, c'est d'arriver à comprendre la question. Hein. Et quelquefois, comme vous ne comprenez pas la question, la réponse, elle n'est pas là. Et si, en fait, vous répondez à la question, quelquefois, ça peut être pas forcément très long. Hein. Sinon, vous recopiez tout et puis trouve la réponse. Moi, c'est l'impression que j'ai quelquefois. Donc, essayez de cibler. Hein. Bon, souvent, ces questions, elles se rapportent à l'enseignement directement. Hein. La réponse, elle est dans l'enseignement. Ensuite, oui, il y avait la dernière question là sur la vision d'un serpent. Donc là aussi, comment la question est posée? Dans la section sur reconnaître l'ignorance perturbatrice, donc ça fait référence à une certaine section de l'enseignement, une des divisions, et c'est là que c'est expliqué. Hein. Il est dit que l'ignorance s'apparente à la vision d'un serpent sur une corde enroulée, expliqué comment cet exemple s'applique à la saisie du soi. Donc là en plus, cet exemple, on peut le comprendre de différentes façons. Donc c'est bien expliqué par exemple dans le commentaire de Khenso Rinpoche. Hein. Donc pour dire simplement, comme ici on parle, cet exemple illustre la saisie du soi. Hein. La saisie du soi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle projette une existence inhérente, hein, par exemple de la personne sur les agrégats. Hein. Sur la base de désignation de la personne, qui est les agrégats, hein, elle impute ou elle projette l'existence, une personne qui existe de son propre côté, hein, de façon intrinsèque ou inhérente. Hein. Tout comme, sur une corde enroulée, on projette ou on impute un serpent qui n'existe pas. De la même façon que le serpent n'existe pas sur la corde, la personne qui existe véritablement n'existe pas sur les agrégats. C'est ça l'exemple. Hein. Par exemple, Khenso Rinpoche, la page 15, dit si on reprend ce parallèle entre l'individu et sa base de désignation que sont les agrégats, d'un côté, et le serpent et ce qui serait sa base de désignation, la corde enroulée, il y a une similitude dans ce parallèle, car dans un cas comme dans l'autre, il est superposé quelque chose qui n'existe pas. Hein? Donc, Geshe-la a dit aujourd'hui, je ne sais pas si c'était traduit cette phrase particulière qu'il a dit, mais quelquefois aussi Valérie traduit pas forcément, parce que si Geshe-la est très humble et commence à dire qu'il n'a pas les qualités ou quelque chose comme ça, Valérie va pas traduire. Mais ce qu'il a dit en l'occurrence, c'était que, bon, évidemment, il y avait l'enseignement et les notes qu'on prenait, et aussi d'étayer ça, d'étudier en s'aidant par d'autres lectures. Hein. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu le commentaire de Khenso Rinpoche qui s'arrête là. Et il y a le commentaire de Geshe Tekshok qui explique aussi bien les choses, hein, de façon plus simple et qui est aussi bien expliqué. Et il y a aussi ce livre-là, hein, de la Mazopa Rinpoche. Qui c'est qui l'a, ce livre? Ouais, vous y référez, hein? Tout est expliqué là aussi, hein, l'exemple du serpent est bien expliqué sur la corde. Hein? Comment les choses existent. Merci, Emma. Mais c'était une bonne explication quand même que tu avais fait. Non, mais je veux dire, non, parce que tu as dit ça, t'avais l'air très déçu, mais bon, t'as quand même... ben oui,
Mais c'était juste la question. Je veux dire quand même, les autres questions, t'as bien répondu. Donc c'était un détail. Peut-être on peut revenir à ce que Geshe-la a dit en dernier là. Comment? Établir le non-soi des phénomènes. Qui c'est qui se sert de ce livre? Voyons, montrez-moi. Ouais, pas beaucoup. Parce que maintenant, tout est traduit. Une des difficultés, je dois dire, dans ce module, donc jusqu'à présent, on avait le commentaire de sa sainteté, donc c'était très bien. Mais on n'a pas la traduction vraiment de ce texte. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc c'est bien d'avoir au moins la traduction des outlines, de toutes les divisions, parce qu'au moins on suit bien, les points sont faits, donc ça c'est bien. Mais on n'a pas le texte. On a des commentaires. Et ça c'est un peu gênant. Mais par contre, il est là. C'est pour ça que ça c'est important, parce que ça c'est la traduction de ce qu'on fait maintenant. On a la traduction en anglais, mais en français, c'est ça qu'on a pour la vue supérieure. Donc c'est important de suivre ça. Est-ce que ça vous est utile ou pas, ceux qui s'en servent? Oui? C'est difficile? Quelquefois, c'est un peu difficile. La traduction est un petit peu... Le vocabulaire est différent de celui qu'on utilise nous. Quelquefois, c'est un peu difficile. Aussi, c'est une traduction, ça veut dire que quelquefois, il peut y avoir des erreurs ou des façons d'exprimer que on peut exprimer autrement. Moi, je sais que je me sers des deux puisque j'ai l'anglais et le français et le tibétain aussi. Eh oui, il est un peu cher. Ça, je reconnais que c'est vrai. Mais bon, pour vraiment étudier, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir le texte. Et puis, comme on n'a pas la traduction autre que ça, mais bon, Geshe-la explique tous les points. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand même, c'est bien d'avoir la base du texte. Donc, ce dernier point. Bon, oui. Les titres des livres, oui. Donc, le grand livre de la progression vers l'éveil, 2. Ça, on l'a depuis le début, ça. Donc, c'est dans le matériel. Tiens, si tu vois la caméra, bon, ça, on l'a déjà. On l'a, voilà, comme ça. Ouais. Donc, on a parlé de la méditation sur le non-soi de la personne à l'aide de l'analyse en 4 points. Après ça, on a parlé comment, quand on sort de cette méditation sur la vacuité, on peut pratiquer pendant l'obtention consécutive, c'est-à-dire après la session de méditation, comment, puisque toutes les apparences s'élèvent de nouveau. Quand on est... Geshe Jampa Teksho l'explique très bien dans le commentaire. Vous l'avez lu? Si vous le lisez, c'est très clair. Donc, en fait, cette méditation des apparences qui s'élèvent comme des illusions, c'est quelque chose qu'on fait vraiment quand on a réalisé la vacuité. Donc, en méditation, en équilibre méditatif sur la vacuité, qu'est-ce qui apparaît? Rien que la vacuité apparaît. Et on comprend l'absence d'existence intrinsèque des choses. Et quand on sort de la méditation sur la vacuité, les apparences s'élèvent, et ces apparences, dans l'apparence elle-même, les apparences se produisent des choses comme existant intrinsèquement. Dans l'apparence elle-même est mélangée avec l'existence intrinsèque, tout le temps. Ça s'impose, c'est quelque chose qui s'impose à l'esprit avec l'apparence. Donc, Geshe-la l'a bien décrit, c'est donc à une telle conscience apparaît
Les phénomènes apparaissent comme existant en soi. C'est quelque chose qui s'impose à la conscience. Donc, mais la conscience mentale, parce que la personne a compris la vacuité, la conscience mentale comprend que l'apparence d'existence réelle à la conscience visuelle est trompeuse. La conscience mentale comprend que c'est comme une illusion. Il y a quelque chose qui apparaît, mais ça n'est pas vrai. Et donc c'est comme une illusion, comme quelque chose qu'on voit, comme un rêve qui apparaît mais qui n'est pas vrai, comme le reflet d'un visage qu'on peut prendre comme un visage, mais il n'y a pas de visage à l'intérieur, ou comme l'illusion, quelqu'un qui fabrique un tour de magie, qui fait apparaître des chevaux, et donc on croit qu'il y a des chevaux, mais en fait il n'y a pas de chevaux. Donc on a parlé de ça. Après, deuxième point, c'est le non-soi des phénomènes. Comment on médite sur le non-soi des phénomènes. C'est là où on en est arrivé aujourd'hui, maintenant. Donc, c'est à la page 246, 247, 248 de ce livre. Établir le non-soi des phénomènes. Avant d'en arriver à établir le non-soi des phénomènes, la dernière division, et vous pouvez le voir sur le plan, c'est comment ? Les instructions, oui. Les instructions. Voilà. Les instructions. Ça veut dire que là, il y a le résumé de comment il faut faire, de la méthode. Donc dans ce livre, par contre, il n'y a pas toutes les divisions. La traduction française là, de Drissens. Parce que les divisions, elles ont été ajoutées dans un... Elles ne faisaient pas partie du texte original. Elles ont été ajoutées. Et donc, elles n'y sont pas. Mais, voilà. Instruction visant à acquérir la certitude de semblable à une illusion. Donc, instruction. Donc, il y a 3 points. Comment s'entraîner à la vacuité. Donc, là c'est un peu le résumé. Le résumé de la méthode, en fait. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, semblable à une illusion. Donc, pour dire en bref, le premier point, c'est de cultiver de manière répétée l'orientation vers la vacuité. Donc s'entraîner à la vacuité en raison de la nécessité d'arriver à une conclusion par rapport à l'apparence et la vacuité. Donc le premier point, c'est ça, c'est donc on affirmera la conviction considérant qu'il n'existe pas le moindre être en soi dans la personne. Et on cultive de manière répétée cette orientation vers la vacuité. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on se porte sur l'émergence en tant qu'objet de la pensée des apparences. En orientant, donc, on oriente l'esprit vers la production interdépendante. C'est-à-dire que on se porte sur l'émergence des apparences, de la convention personne. Donc le deuxième point a à faire avec la production interdépendante, la façon conventionnelle dont la personne existe. Même si elle est dépourvue d'existence réelle, intrinsèque, elle apparaît et elle fonctionne d'après la production interdépendante. Donc, il faut acquérir la certitude des modes selon lesquels la production interdépendante est compatible en l'absence d'être en soi. Donc, bien que la personne soit vide d'être en soi, d'exister de son propre côté, et vide d'existence intrinsèque, la production interdépendante est faisable. Elle existe à l'intérieur du jeu de l'interdépendance, de la production interdépendante. Donc les deux sont compatibles. Donc premier point, c'est le côté de l'orientation vers la vacuité. Deuxième point, c'est l'orientation vers l'interdépendance. Et donc le troisième point,
lorsque ces deux apparaissent, donc ces deux sont compatibles. Troisième point, lorsque ces deux apparaissent contradictoires, c'est-à-dire on n'arrive pas à concilier la vacuité et l'interdépendance, donc ces deux paraissent contradictoires, on réfléchira en utilisant l'exemple d'un reflet, etc. Et à la manière dont ces deux ne sont pas contradictoires, ces deux aspects ne sont pas contradictoires sur la base d'un reflet. Ainsi, si on prend le reflet d'un visage dans un miroir, je vais le lire et puis après on verra. Ainsi, le reflet d'un visage, quoique vide des yeux, oreilles qui apparaissent dans le miroir, est produit en dépendance du visage et du miroir, et détruit quand l'une de ces conditions n'est plus. C'est-à-dire que le reflet, mon visage dans le miroir, il n'y a pas de visage, c'est complètement vide. Mais le reflet est produit en dépendance du miroir et du visage qui se reflète. Il y a un reflet de visage, mais il n'y a aucun visage, c'est complètement vide. Donc on utilise ça comme exemple. Donc les deux, la vacuité et la production indépendante, sont indéniablement réunis dans la même base. Il n'y a pas de visage, mais il y a un visage produit en dépendance, mais qui est complètement vide de véritable visage. Et donc ça, on l'applique similairement. Quoiqu'il n'y ait pas la moindre particule d'être en soi dans la personne, il n'est pas contradictoire que celle-ci soit à la fois l'accumulatrice et celle qui connaît les fruits de ses actions, et qu'elle soit produite indépendante des actes et perturbations antérieures. Donc vous devriez cultiver cette réflexion et comprendre de cette manière ce caractère illusoire en toute occasion. Donc appliquer de la même façon, la personne... Tu comprends pas, Véronique? Ah, page 247. Ouais. Donc de la même façon que le visage n'existe pas mais apparaît, la personne n'existe pas mais apparaît et fonctionne sur la base de conditions qui sont réunies, et elle arrête quand ces conditions ne sont pas réunies. Donc après, là, on a parlé du non-soi des phénomènes, et c'est ça que Geshe-la a expliqué, et j'ai dit que je l'expliquerai. Alors, allons-y. C'est très simple, en fait. Ce qu'on dit pour le non-soi des phénomènes, c'est que pour réfuter les phénomènes, d'abord, qu'est-ce que c'est les phénomènes? C'est tout ce qui n'est pas la personne. Mais principalement, quand on parle des phénomènes, on parle des 5 agrégats qui sont la base des désignations de la personne, les 6 éléments, les 6 bases de la connaissance, c'est-à-dire les facultés de l'œil, etc. En fait, on dit que sous les 5 agrégats, tous les phénomènes sont inclus. En fait, et tout ça, c'est parce que donc il y a les phénomènes, il y a les agrégats qui sont reliés au continuum d'une personne, les agrégats physiques et mentaux, et puis il y a aussi les agrégats, les autres composants physiques et mentaux qui sont en dehors de la personne, qui sont aussi font aussi partie des agrégats au sens large. Donc tous les phénomènes. Et donc on parle, pour établir le non-soi des phénomènes, le non-soi ça veut dire quoi? Pareil, pas simplement la personne, mais tout le reste est vide d'existence intrinsèque de son propre côté, indépendante. Donc c'est la même chose. Et là, il y a 2 divisions, il y a 2 types de raisonnement. Donc le premier, c'est le réfutation utilisant les raisonnements exposés plus haut, et le deuxième, c'est les réfutations par d'autres raisonnements. Donc on verra ça cet après-midi, plus tard. Principalement le raisonnement de la production dépendante, et c'est ça que peut-être Geshe-la va expliquer. Je dis peut-être parce que au niveau du temps, on ne sait pas comment ça se passe. Mais donc le deuxième point, c'est le raisonnement de la production dépendante. Le premier point, c'est réfutation, c'est-à-dire réfutation de l'objet de réfutation, c'est-à-dire l'existence inhérente des phénomènes. Et ça, on le réfute en utilisant le raisonnement exposé plus haut. C'est quoi? L'analyse en 4 points. C'est-à-dire que l'analyse en 4 points, on va l'utiliser aussi ici pour réfuter le soi des phénomènes, l'existence intrinsèque des phénomènes.
Et donc on va faire comme avec la personne. En fait, la personne qui existe vraiment, c'était quoi le raisonnement? Qu'est-ce qu'on a l'analyse en 4 points? Tu passes le micro là, Alina et Gérard. C'est vert? Oui, approche-toi. Déterminer l'objet à réfuter. Ouais. Ensuite, sur cet objet à réfuter, déterminer quels sont ses possibles, c'est-à-dire le champ dans lequel on va pouvoir l'analyser. Est-ce qu'il est intrinsèque avec les agrégats ou sans? Et ensuite, les 2 points que l'on doit analyser. Donc, la personne. Donc, les 4 points, c'est ça. D'abord, reconnaître l'objet de réfutation, c'est-à-dire le jeu qui existe de façon intrinsèque. Deuxième, le recouvrement. Hein, c'est-à-dire, s'il existe, il doit être soit unitaire, soit multiple, c'est-à-dire soit un avec les agrégats, soit séparé des agrégats. Hein, ça, c'est le deuxième point. Oui, donc le jeu doit être soit 1 avec les agrégats. C'est quoi les agrégats pour le jeu? C'est sa base de désignation. C'est quoi les agrégats pour les jeux? Sa base de désignation. C'est sa base de désignation. Donc le jeu, le phénomène désigné, va être soit 1 avec sa base de désignation, les agrégats, soit séparé. Et tout ça dans le cadre de l'existence intrinsèque. Pas juste 1 conventionnellement, mais 1 de façon intrinsèque, c'est-à-dire complètement 1, complètement séparé. Et donc on analyse si c'est 1. Et donc le deuxième point, c'est être sûr si c'est soit ça, et il n'y a rien d'autre de possible. Et donc les 3 et 4e points, on examine ça, et si on ne le trouve pas ni l'un ni l'autre est possible, ça veut dire qu'il n'existe pas. Hein. Donc ici, pour les phénomènes, on va utiliser le même raisonnement. Hein. On va utiliser le même raisonnement. Donc là, il y a une petite erreur dans la traduction en français. Mais le raisonnement, ça va être ça. Le phénomène, donc, qu'est-ce qu'on réfute? L'existence en soi, le gagja, l'objet de réfutation. Hein. L'objet de réfutation. Ce qui a réfuté, c'est par exemple la table ou le corps qui existe de façon intrinsèque. On a une idée de ces choses, en fait. Ces choses, elles nous apparaissent. Ça, c'est important on va rien comprendre à la vacuité si on se rend pas compte qu'en fait que tout nous apparaît comme ça. On a une idée de la table comme une chose qui est unitaire pratiquement, la table, hein, quelque chose qui recouvre sa base, hein, et qu'on mélange avec la base en fait. Mais on a l'idée que c'est quelque chose qui existe dans notre esprit en fait. Hein. Pour l'ignorance, ça existe en soi pratiquement. Bon, comme tout le reste, la personne, moi, mon corps, pareil, on a une idée de mon corps qui est quelque chose... si on y réfléchit, on sait que ça n'existe pas de façon indépendante, mais la façon dont on le conçoit, hein, c'est comme si ça existait tout seul. Hein. On met ce type d'existence. Donc c'est ça le gagja, la chose à réfuter. Donc ce type de phénomène, par exemple le corps existant en soi, ou la table existant en soi, donc l'analyse va consister à voir est-ce qu'il est un ou différent avec sa base de désignation. Hein. Donc pour les phénomènes, on va faire la même analyse. Donc la table existant de façon intrinsèque n'existe pas parce qu'elle est ni une ni séparée de sa base de désignation, les parties qui constituent. Oui, la base de désignation. Voilà, donc c'est pour ça que c'est les parties. Ouais. La base de désignation de la table, c'est quoi? C'est le haut, le plateau, les pieds, et si on va plus en détail, l'arbre, est-ce que l'arbre est la base de désignation de la table? Hein? Non, c'est une cause, mais c'est pas la base. Quand je vois un arbre, je dis pas ah, t'as vu la table là-bas? Hein? La table qui est là. Hein? Non, c'est une des causes
cause substantielle en fait de la table en bois, mais c'est pas la base de désignation de la table. Hein. La base de désignation, c'est ça. Hein. Donc c'est ça en fait, le raisonnement exposé plus haut. Hein. Je vous lis ça. Il existe deux sortes de choses parmi les agrégats, les éléments et les bases de connaissances. C'est-à-dire parmi les phénomènes, il y a les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Hein. Donc le soi est réfuté comme ci-dessus. Donc j'en suis à la page 248, hein, si vous avez le livre. Le soi est réfuté comme ci-dessus par l'analyse de l'existence en vertu d'une entité propre, du tout et des parties. Celles-ci étant les parties directionnelles pour les choses physiques et les parties temporelles pour les choses mentales. Donc la base de désignation des phénomènes physiques, c'est leur partie. Les phénomènes physiques étant constitués de parties que l'on peut séparer, on dit de parties directionnelles. Hein, c'est-à-dire que il y a les différentes parties se trouvant les unes par rapport aux autres dans les différentes directions. Hein, pour ce qui est physique, Par exemple, la table, hein, parce que les parties, si on prend, on peut aller même très petit, on peut aller jusqu'aux molécules, jusqu'aux atomes, etc. Hein. Et si on regarde c'est quoi les parties de la table, si on parle par exemple au niveau des molécules, c'est la molécule qui est au milieu et les molécules qui sont en haut, en bas, sur les côtés, dans chaque direction. Hein. C'est pour ça qu'on parle de parties directionnelles, hein, dans l'espace, pour les choses physiques, spatiales. Tandis que pour les phénomènes qui ne sont pas physiques, donc mentaux, comme la conscience, on parle de parties temporelles. Hein? C'est pas dans l'espace, mais c'est dans le temps. Dans l'espace-temps. Mais donc, si on examine un phénomène mental, on va... La base de désignation d'un phénomène mental, ça va être des parties de conscience, des moments de conscience. Un phénomène mental a comme base de désignation des moments de conscience. Donc les parties sont des parties temporelles. Sont des moments de conscience. Voilà. Tandis que pour un élément physique, c'est des parties spatiales. Spatiales ? Spatiales. D'accord. Donc tel est le sens de la déclaration du discours déjà cité. Donc ce qui manque dans la traduction ici dans le livre, en fait, donc ici le soi des phénomènes est réfuté par l'analyse de l'existence d'une entité propre. Donc on va réfuter en analysant si ce phénomène existe par sa propre entité ou de son propre côté, de façon intrinsèque, en tant qu'étant un ou séparé de sa base de désignation. Ce qui manque en fait ici dans la traduction en français, c'est un en tant que un ou plusieurs. C'est pas explicitement formulé, alors que ça y est dans le tibétain, ça y est dans l'anglais aussi. Donc c'était ça le dernier point. On applique le même raisonnement à tous les phénomènes que l'on a appliqué à la personne par rapport aux agrégats. On fait la même chose. Donc pour tous les autres phénomènes, par rapport à leur base de désignation, soit des parties temporelles ou spatiales. C'est clair ? Vous avez des questions par rapport à ça ? Micro.
Par rapport au fait qu'on doit déterminer avec précision le jeu à réfuter. Ouais. Alors c'est vrai qu'être accusé à tort de quelque chose, c'est pas toujours évident, je trouve, de retrouver un ressenti comme ça, quoi. Moi j'ai du mal. Alors je me pose la question, j'ai plus de facilité, on va-t-on dire, avec mes perturbations, de ressentir un jeu qui éprouve de la colère. Est-ce que je peux analyser le jeu qui éprouve de la colère ? Oui, bien sûr. Ça, c'est juste un exemple. Hein. C'est un exemple qui est donné. Toute émotion forte. Hein. Toute émotion forte. Même rien que le jeu qu'on ressent, en fait. On a un sens d'un jeu. Je me dis, tout ça, on me dit ça va acuité, mais il y a encore le jeu, là, qui est comme ça. Hein. Ben, c'est ça, voilà. Hein. Donc, n'importe quel... Non, ça vous dit? Donc évidemment, la colère, c'est très bien. Pas de problème. Le tout, c'est de le faire monter. Hein, et de le faire ressortir. Voilà, donc ça peut être... Parce que souvent, c'est vrai, si on est accusé, moi, qu'est-ce qu'il y a, hein, donc ça peut être n'importe quel... n'importe quelle situation, même une situation heureuse, forte. Souvent, si vous regardez, si vous habituez à le reconnaître, hein, cette sensation du jeu fort, vous voyez qu'il est présent dans toutes les émotions fortes, justement. Hein. Donc la colère, c'est très bien. Hein. Comment ? C'est rapport à la conférence du Dalai Lama, je vais plutôt prendre l'indignation. Voilà, l'indignation. L'indignation est à la mode. Indignez-vous. D'accord. Oui, d'accord. Ou je trouve n'importe quel... Oui. Tiens, si tu peux faire passer le micro. Non, mais tu prends le micro, s'il te plaît, parce que c'est la règle. Oui, c'était pas pour poser une question, mais j'ai trouvé un livre là que j'ai lu dernièrement qui traite très bien et puis facilement, c'est Interdépendance et vacuité de Steve Carlier. Ah, d'accord. On comprend vraiment bien, il explique très très bien les agrégats, D'accord. C'est très bien expliqué. Uh-huh. Donc c'est Interdépendance et vacuité de Steve Carlier, oui, aux éditions Vagin et Guigny. Oui. Voilà. Uh-huh. Ensuite, il y a une chose qui m'est venue aussi en écoutant l'enseignement aujourd'hui, hier, c'est que quelquefois, on dit, finalement, et même Valérie l'a dit, et ça m'a fait un peu bondir, mais en fait, quand elle a dit ça, je me dis, ah là là, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens ? Mais en fait, on dit ça. J'en ai discuté aussi avec elle. On dit d'habitude, je ne sais plus où je l'ai mis, mais on dit la personne est une simple désignation. Hein ? Finalement, les choses ne sont que des désignations ou des imputations. En fait, on parle comme ça. Mais est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que la personne est un nom ? En fait, on s'inscrit. Le tibétain, littéralement, on dit la personne est simplement désignée. Hein, parce qu'il y avait il y avait une discussion entre les Prasangika et les Svatantrika, justement, la différence dans l'expression en tibétain. Hein. En tibétain, on dit la personne est simplement désignée par la pensée sur la base de désignation qui sont les agrégats. Donc la personne est simplement désignée. Ben, en fait, on en vient à dire, et même en tibétain, je pense, je ne suis pas sûre, mais on en vient à dire, en fait, la personne est une simple imputation, une simple désignation sur les agrégats. Donc, est-ce que ça veut dire que la personne est un simple nom ? Est-ce que ça veut dire que la personne est juste un nom ou un concept ? Micro ?
que ça soit vert. Ouais. Eh ben, non, c'est juste une manière de nommer. C'est pour le nommer, pour le faire apparaître à la réalité. Si on ne le nomme pas, il n'existe pas. Pour arriver à le faire exister, il faut le nommer. C'est ça la désignation. Non, moi je... Tiens, prends le micro. Est-ce que ce serait la désignation du jeu que Geshe-la a appelé général, c'est-à-dire que celui qui expérimente les résultats karmiques et qui crée un karma? C'est pour désigner malgré tout ce jeu qui fonctionne tout de même. Exact. C'est la désignation du jeu qui fonctionne, oui. pas du jeu qui existe intrinsèquement. La désignation du jeu, ce que tu veux dire, la personne, c'est quand même bien celui ou celle qui expérimente et qui crée du karma. Qui fait l'expérience du bonheur, de la souffrance et qui s'engage dans des actions et en récolte des résultats. Donc c'est ça la personne. Cette personne, elle est désignée. Parce que simplement, moi, quand j'entends, j'ai l'impression que quelquefois, il y a des gens qui comprennent, où il y a un danger que les gens comprennent, et bon, c'est pas simplement par rapport à vous, n'importe quoi, mais c'est quelque chose, c'est un débat qui a lieu quelquefois. Par exemple, quand la Mazopa Rinpoche était là la dernière fois, et il a pris un étudiant à partie en lui disant, alors, le jeu est une simple désignation, c'est une simple imputation. Et donc, en faisant ce débat, parce qu'on dit ça, et moi j'ai l'impression que quelquefois on peut justement en venir à penser que justement la personne est une simple imputation, une simple désignation quand on entend ça. Non ? Et donc c'est pas le cas, puisque la personne c'est quand même celle qui fait des expériences de bonheur, de souffrance, qui crée des actions et en récolte les résultats. C'est tout simple, mais on veut l'entendre quand même. Laissez-le ouvert si vous voulez, parce qu'après... Ouais. Il faut parler dedans aussi. Sinon, cette personne, enfin cette phrase, cette simple désignation, dans le fond, c'est la personne qui apparaît à l'esprit après examen du jeu, de ce jeu très fort et intense. Oui, parce qu'en fait, comme ça, peut-être. Cette personne, la façon dont la personne, ce que tu dis, je pense, ce que tu veux dire peut-être, c'est que la façon dont la personne existe conventionnellement, c'est-à-dire comme une simple désignation, on ne peut le réaliser que quand on a compris la vacuité, vraiment. Il me semblait. Ouais. Mais bon, je voulais juste faire le point parce que je vois aussi dans ce que les gens écrivent, dans les réponses que les gens donnent, quelquefois, certaines personnes, c'est difficile quelquefois. Bon, avec le langage, je peux voir qu'il y a des choses qui ne sont pas bien comprises. C'est difficile de dire quoi exactement. Et donc c'est pour ça que je corrige pas toujours non plus, parce que particulièrement la dernière question là, parce que je pensais on va en parler aussi. Quelquefois c'est difficile de dire exactement qu'est-ce qui est pas tout à fait juste. Et donc j'ai pensé juste que ce point-là, ça pouvait prêter à confusion. Oui, moi j'ai compris aussi le fait que la personne est un tronçon, est un moment de vie qui ne se transmet pas dans la vie qui suit en tant que telle. Elle transmet les effets karmiques, mais c'est la simple désignation, c'est la période d'une vie. Alors ce que je pense, le point qui a été fait l'an dernier par Geshe-la, c'était, oui, on parle aussi de la personne de la vie présente, voilà, qui se termine avec dans cette vie. Oui, voilà. Mais bon, ça c'est un des cas de figure. C'était pour expliquer, je ne sais plus il y avait une citation, et en relation avec ça... Dans ce monde, nul ne peut aller dans un autre, les actes accomplis jamais ne se perdent. Voilà. Oui, donc, nul ne passe... Oui. Je ne sais plus le contexte, mais oui, quelquefois on parle aussi... On peut parler de la personne en général, la personne
c'est-à-dire qui est lié au continuum et qui passe de vie en vie et qui crée des actions et qui en récolte les résultats. Donc on peut parler de la personne dans ce sens-là, et on peut parler aussi de la personne de cette vie, qui est connectée avec ses agrégats et qui dépend d'une certaine désignation et qui s'arrête à la mort. Moi j'ai entendu que c'était ça la simple désignation. Oui, non, attends, excuse-moi. Ce que je te dis là, c'est qu'il y a différents cas de figure. Donc il y a en général il y a la personne qui est liée à un continuum de conscience qui prend, tu vois, qui va de vie en vie et qui crée du karma et qui fait l'expérience des résultats. Donc ça, c'est la personne en général qui couvre le continuum mental. Et dans certains cas, on peut aussi parler de la personne de cette vie. Tu comprends ? Auquel cas, si tu veux, c'est la personne qui correspond à Pema, par exemple, qui, sur certains agrégats particuliers, a reçu ce nom particulier et désigné de cette façon-là. Donc, elle est simplement désignée. Mais ça, c'est un cas particulier de personne. Ça ne veut pas dire que la personne, c'est juste ça. La personne, elle couvre le continuum de conscience et elle est aussi simplement désignée. Donc, là, ça a été évoqué dans ce cadre-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se limiter à ça. Tu comprends ? Ça, c'est une explication particulière. Si tu parles de la personne de cette vie, c'est ça. Mais en général, quand on parle de la personne, on parle de la personne sur le continuum de conscience, lié au continuum de conscience. D'accord. Alors, sur le même continuum de conscience, vu la succession de vie, il y a plusieurs personnes. On est nombreux. Non, mais sur le même continuum. Hein. Ouais. Non, il y a plusieurs personnes. Oui, sur le même continuum. Oui, si tu veux, d'après la désignation. Ça dépend. Il y a plusieurs personnes. Pourquoi ? Est-ce que la personne, disons la vie passée, tu étais Mathieu ? Est-ce que Mathieu est là ? Comment tu peux dire qu'il y a plusieurs personnes ? Qu'est-ce que c'est la personne ? Ça dépend de ce que tu appelles la personne. Ici, on parle de désignation a changé, donc la personne a changé. À partir du moment où la base de désignation change. La personne de cette vie, oui, mais la personne de cette vie, elle s'arrête avec cette vie. Tu comprends ? Donc la personne de la vie future, de la vie prochaine, est-ce que c'est la même ou est-ce qu'elle est différente ? Elle n'a pas les mêmes agrégats. Bon, c'est ça la question. Est-ce que la personne, par exemple, aujourd'hui, dans cette vie-ci, on est... Quelle heure il est ? Je ne veux pas trop déborder. Ouais. Oui, dans cette vie, on est un tel. Est-ce qu'un tel, il existera après la mort ? Par exemple, moi, je suis Chantal. Est-ce que la personne Chantal qui existe dans cette vie, est-ce qu'elle se transpose dans la vie après la mort ? Non. Donc, pourquoi ? Parce que c'est la personne de cette vie. Donc, dans la vie prochaine, ça dépend. En fonction de causes et de conditions, d'un karma qui mûrit, du corps avec qui la conscience se lie et du nom qui est donné, ce sera une autre personne, tu vois, ou animal, ou on ne sait pas. Mais bon, ça s'appelle personne aussi en termes philosophiques. Oui. Est-ce que c'est une erreur, plus exactement ? Vas-y. Est-ce que c'est une erreur de concevoir, par rapport à cette question, qu'une infime particule de l'agrégat de conscience qui circule, c'est cette infime particule d'agrégat de conscience qui appartient à Mathieu ou à Lina ou à quiconque, va circuler dans l'autre vie. Une particule de conscience ? C'est quoi une particule de conscience ? Je ne sais pas ce que c'est, mais comment concevoir le continuum mental ? Comment le concevoir ? Puisque dans l'autre vie, Lina dit, on va prendre ma propre vie, cette vie, va disparaître entièrement, incinérée, etc. Le continuum mental sur lequel se sont accumulés
les karmas, les empreintes, lui va se poursuivre. C'est ça que j'ai peut-être maladroitement, pour lui mettre une petite étiquette et m'y retrouver, dit particules de conscience. Une partie infime de cet agrégat conscience que j'imagine être le continuum mental. Celui-ci va passer de l'autre côté. Donc la personne avec ses caractéristiques disparaît, son continuum se poursuit, va expérimenter, continuer. Est-ce que ça fait un sens ou est-ce que il manque un bout ? Donc ça veut dire, ce que tu veux dire en fait, c'est que ce que tu veux dire en fait, c'est que la personne de la vie, si je résume un peu ce qu'on a dit, de la vie suivante, c'est pas la même. Elle n'est pas la même, mais elle n'est pas complètement différente. Hein ? Elle est peut-être pas complètement différente. Oui, vas-y, Emmanuel, et puis on va s'arrêter là parce que Gisela va venir et je voudrais laisser la place. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je vois pas les choses comme ça parce que les agrégats dans une seule vie, de toute façon, sont mouvants, sont changeants. Le Emmanuel d'il y a 1 heure ou d'il y a 10 ans n'existe plus. D'accord. Donc en fait, il y a un changement continu. Oui. Donc je veux dire, les agrégats sont pas fixes, même sur une seule vie. On peut pas parler. D'accord. Non, on parle pas d'agrégat fixe, mais on parle de la personne d'une vie comme une convention. Oui, mais comme une convention, parce que si tu veux, tu es Emmanuel Le Founou. Oui, c'est ça. D'accord, bravo. Quand tu es né, il y a quand même un continuum qu'on appelle comme ça. Donc c'est une convention. Maintenant, si tu regardes qu'est-ce qui correspond à ça, tu vas pas trouver grand-chose. Oui, voilà. Et c'est ce que je veux dire. Je veux dire, la différence entre Emmanuel il y a 10 ans ou la prochaine vie, c'est juste un mouvement, un changement. Il n'y a pas vraiment de différence pour moi. C'est juste un changement d'instant en instant. Donc c'est pareil. Donc c'est pas que c'est pareil, mais il n'y a pas de, comment dire, il y a un changement aussi dans une vie, quoi. Il y a des changements continus d'instant en instant. Donc c'est pour ça que je vois pas trop de différence entre le Emmanuel de cette vie et puis le X, je sais pas comment je m'appellerai dans la prochaine vie. Si tu veux passer le micro, on va s'arrêter là parce que Gisela va arriver. Juste une fraction de seconde pour dire que moi j'ai compris. Une fraction de seconde. Oui, que le jeu de cette vie, que la personne de cette vie, elle était reliée au jeu général du continuum mental porteur de toutes les potentialités karmiques. Et que donc, moi j'ai compris un lien entre la personne de cette vie et ce fameux jeu général du continuum mental, voilà, qui porte toutes les potentialités karmiques. D'accord, merci. Donc oui, individuel, général en fonction du continuum par rapport à une vie, je pense. Pas général, tu vois. Aussi, j'ai demandé à Françoise, en fait, ça marche ou ça marche pas ? Ouais. Par rapport au forum, apparemment, dans 2-3 jours, ça devrait être mis sur pied. Et donc, Françoise va vous écrire. Il y aura sûrement une façon de se brancher, de se connecter avec un mot de passe ou quelque chose comme ça. C'est pour les étudiants du PEBA qui sont ici. Moi, je sais pas. Le forum, on a dit dès le départ que c'était pas forcément. Non, c'était pas forcément. Comment on dit ? Supervisé, ouais. C'est-à-dire sans garantie que moi ou quelqu'un regarde. Mais bon, c'est surtout pour discuter entre vous. Et bon, s'il y a quelque chose qui remonte, c'est possible de poser la question aussi.